Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Palais de la Découverte dans cette série qui s'intitule Les Petites Découvertes. Je m'appelle Camille Fadel, je dirige l'unité physique du Palais de la Découverte et dans cet épisode, je vais vous présenter des expériences qui relèvent de la radioactivité. Mais avant, quelques mots très rapidement concernant la radioactivité et ce que c'est. La radioactivité, c'est la transformation que subit spontanément un noyau atomique instable. Cette transformation s'accompagne toujours de l'émission de quelque chose, on parle de rayonnement, et aboutit à un noyau qui peut être stable, mais qui peut lui-même être instable, radioactif. On connaît de nombreuses formes de radioactivité, c'est-à-dire de nombreux modes de transformation d'un noyau en fonction de l'instabilité qui est en jeu dans le noyau, mais il en existe principalement trois dans notre environnement à l'état naturel. On les appelle radioactivité alpha, bêta- et gamma. Au cours de cette vidéo, je serai amené à parler d'une quatrième forme également. Le matériel que je vais employer, ce sera du chlorure de potassium que voici. J'utiliserai également ce manchon de lampe à gaz, de même que ce petit minerai d'uranium. Et comme détecteur, j'utiliserai ça, qui sera branché sur mon téléphone portable. Passons maintenant aux expériences. Me voici avec le détecteur branché sur le téléphone. Je vais démarrer un comptage sans aucune de mes sources pour voir comment il réagit par rapport à la radioactivité ambiante. Et pendant ce temps, je vais apporter quelques précisions relatives aux trois formes principales de radioactivité, alpha, bêta et gamma. Dans la forme alpha, un ensemble constitué de deux protons liés à deux neutrons est expulsé hors du noyau à typiquement 10 000 km par seconde. C'est ce qu'on appelle une désintégration alpha. Comme le nouveau noyau, appelé noyau fils ou descendant, possède deux protons de moins par rapport au noyau père, il correspond à l'élément situé deux cases à gauche dans le tableau périodique des éléments. Un exemple est le radon présent dans l'atmosphère qui se transforme en polonium au rythme de 60 désintégrations par seconde et par mètre cube d'air. Dans la forme bêta-, un neutron se transforme en proton avec apparition de deux autres particules. D'une part, un électron qui part à environ 280 000 km par seconde et qu'on appelle rayonnement bêta-, d'autre part d'un antineutrino qui part à quasiment la vitesse de la lumière. Comme le nombre de protons augmente de 1, le descendant correspond à l'élément qui suit immédiatement le père dans le tableau périodique des éléments. Un exemple est le carbone 14 qui se transforme en azote 14. Voilà, on vient de détecter un rayonnement, mais ce n'était ni un rayonnement alpha ni bêta-. Pourquoi? Parce que ce détecteur n'est sensible qu'au rayonnement gamma. Qu'est-ce que le rayonnement gamma? Eh bien, le descendant d'un noyau pair émetteur alpha ou bêta apparaît presque toujours, mais ce n'est pas systématique, dans un état avec un peu trop d'énergie. Il se débarrasse de cet excédent d'énergie, il se désexcite en émettant un rayonnement électromagnétique 100 000 fois plus énergétique qu'un rayon ultraviolet. On l'appelle rayon gamma ou photon gamma. Le point très important pour la suite est le suivant. Un rayon gamma suit presque toujours une désintégration alpha ou bêta. Presque toujours. Testons maintenant le chlorure de potassium ou KCl. Le potassium possède 19 protons et dans la nature, il existe principalement sous deux variétés stables, soit avec 20 neutrons dans 93% des cas, ce qui correspond au potassium 39, ou avec 22 neutrons dans 7% des cas, ce qui correspond au potassium 41. Mais il existe aussi, à l'état naturel, une variété rare et instable du potassium dans 0,012% des cas qui possède 21 neutrons. C'est le potassium 40, il est radioactif. Comment se désintègre-t-il? Dans 90% des cas, par radioactivité bêta- et se transforme en l'élément qui le suit dans le tableau périodique, c'est-à-dire l'élément 20, le calcium. Il se trouve que le calcium n'apparaît pas dans un état excité et n'émet donc pas de rayonnement gamma, si bien que mon instrument ne détecte pas cette désintégration-là. Cependant, dans 10% des cas, le potassium 40 se désintègre selon un mode dont je n'ai pas encore parlé, la capture électronique. Le noyau du potassium 40 capture un électron de l'atome. Cet électron se combine avec un proton et le transforme en neutron. Comme le nombre de protons diminue de 1, le potassium 40 se transforme en l'élément qui le précède dans le tableau périodique, c'est-à-dire l'élément 18, l'argon, un gaz rare de l'atmosphère terrestre. L'argon apparaît dans un état excité et se désexcite en émettant un rayonnement gamma auquel le détecteur est sensible.
On vient de le voir, le potassium est naturellement radioactif. Pourquoi? Parce que une fois sur 8500, son noyau, au lieu de posséder 20 neutrons, en a 21, ce qui le rend instable, radioactif, et il se désintègre. Calcul fait, dans chaque gramme de potassium, 30 noyaux de potassium se désintègrent chaque seconde. 27 donnent du calcium 40 via la radioactivité β-, 3 donnent de l'argon 40 par capture électronique et émission d'un rayon gamma. Ce qui veut dire que chaque gramme de potassium émet 3 rayons gamma par seconde. Quelle est maintenant la quantité de potassium qu'on trouve dans le corps? Chez une personne de 60 kg, ça tourne autour de 120 grammes, ce qui veut dire qu'une telle personne émet 360 rayons gamma par seconde et 10 fois plus de rayons bêta, et on aboutit à peu près à 4000. À quoi il faut ajouter 4000 bêta supplémentaires dus au carbone 14 qu'il y a dans le corps, et on arrive à 8000. Ce qui veut dire qu'une personne de 60 kg est irradiée 8000 fois par seconde par la radioactivité de son propre corps. La moitié en gros est due au potassium 40, l'autre moitié est due au carbone 14. Voilà une donnée qu'il est bon d'avoir à l'esprit afin de ne pas être trop affolé par la radioactivité. 8000 becquerels, c'est la radioactivité d'un corps de 60 kg. L'atmosphère terrestre est principalement constituée d'azote. C'est 78% azote, 21% d'oxygène, et le pourcent restant, c'est essentiellement de l'argon. La quasi-totalité de l'argon qu'on trouve sur Terre, c'est de l'argon 40 issu du potassium 40 par capture électronique. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas de potassium 40 sur Terre, il n'y aurait pas non plus d'argon sur Terre, ou quasiment pas. Imaginons maintenant que je fasse ceci. Je prends un flacon, ouvert à l'air libre, je mets dedans du potassium, et je bouche. À cet instant, la composition de l'air du flacon correspond à la composition de l'air environnant 1% d'argon. Mais à mesure que le temps passe, de l'argon apparaît, issu du potassium 40, si bien que sa proportion augmente. Si des années plus tard, je mesure la proportion d'argon dans le flacon, connaissant le rythme avec lequel il est produit, je pourrais dire de quand date la fermeture du flacon. C'est une méthode de datation qui est employée pour dater certaines laves. En effet, lorsque la lave sort, comme elle est chaude, l'argon qui est produit par le potassium fiche le camp. Mais à un moment, la lave cristallise et cet argon se retrouve piégé dans la lave et on se retrouve dans le cas du flacon. Ça permet de dater la lave, ça s'appelle la méthode de datation potassium-argon. Et bien voilà pour ce qui est de cet épisode des Petites Découvertes. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Pensez à poster commentaires, questions et suggestions. Et rappelez-vous que les Petites Découvertes, c'est du lundi au samedi. Alors à bientôt pour de nouvelles Petites Découvertes.